province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre connectivité. Merci de rester à la meilleure de la télévision. Isango Star, sans pour autant traîner, je suis avec un invité de marque. Je ne vais pas faire beaucoup de présentations. Vous les connaissez très bien. Ce n'est pas sa première fois, voire même sa deuxième ou sa troisième fois dans cette émission La Découverte. Je suis dans ce beau cadre avec M. Tite Gatabazi. Bonjour. Bonjour Hamza, Comment ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Bon, pour nous, c'est un honneur. Merci. De vous avoir toujours. Merci. Avec votre expertise, votre éloquence, votre savoir, votre intelligence, c'est énorme pour Écoute, nous. on va mettre ça à la disposition de vos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont nombreux. Très bien. Et quand vous êtes là, ils ont déjà une petite idée de ce qu'on va discuter. Ah ben, tant mieux. Alors, comme l'actualité l'oblige, mesdames et messieurs, Tite Gatabazi, c'est quelqu'un qui se connaît justement dans les domaines politiques, je peux le dire ainsi. Il a des thèses et il a de mémoires qu'il a déjà corrigées à plusieurs reprises en droit. Il s'y connaît également dans l'actualité. Il est journaliste, il travaille guillet.com. Et ce soir, nous allons discuter avec lui concernant justement les M23, la République démocratique du Congo, l'AFC, les FDLR également. Donc, tous ces détails dans cette émission, La Découverte. Et la première question serait justement de savoir l'origine des M23. Quand on parle des M23, le M23, c'est le diminutif, le mouvement du 23 mars, qui prend sa source dans les accords du 23 mars 2009 entre le CNDP et le gouvernement congolais. Mais les causes du M23 remontent à beaucoup plus loin que le M23 et CNDP, AFDL, RDC, tout ce que vous voulez. Le problème des Banyarwanda congolais date de quand? Allez, on va faire très simple et de manière assez pédagogique. Les frontières artificielles, ça c'est un fait. Est-ce que si je vous dis Hamza, je connais un Rwandais dont le cousin est congolais et un autre cousin est burundais, vous allez me dire oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Le fait que les gens soient proches, il y a une tante qui allait se marier là-bas. Donc vous pouvez trouver dans un mariage un Rwandais, un Burundais et un Congolais qui sont membres d'une grande famille. C'est lié aux frontières. Mais ça, c'est probable, bien évidemment. Très bien. Quand vous avez le découpage des frontières, ça ne coupe pas que les terres. Il y a aussi les personnes qui restent de l'autre côté et les personnes qui restent de ce côté. Est-ce qu'il y a besoin de discuter aujourd'hui des noms de collines, des noms de montagnes, des noms de rivières, des noms de personnes? Quand on parle de Nyiragongo, ça sonne Kinyarwanda. Quand on parle Rutshuru, ça sonne Kinyarwanda. Oui. Quand on parle Minova, ça sonne Kinyarwanda. Veramana, ça sonne Kinyarwanda. Le problème remonte à cette époque-là. Le deuxième élément, c'est que on va aller vite. Quand la République démocratique du Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960, dans l'acte 2 de la table ronde de Bruxelles, que nous on a chanté à l'école primaire. Ouais, tout le monde. Très bien. Kabasele a immortalisé ça dans sa chanson. Lipanda cha 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 tozu. Indépendant, Voilà, cha cha. aux tables rondes de Togagné. Il est dit dans ce que beaucoup essaient d'ignorer que toute personne établie sur le territoire de la République démocratique du Congo sera réputée congolais au 30 juin 1960. Très bien. Alors, si on avance vite, ça commence quand nous, le pays accède à l'indépendance et on veut organiser des élections. Ici à Goma,
un certain Denis Paluku, en faisant ses calculs, trouve qu'il doit s'appuyer sur le tribalisme. Et donc, les Bandande ne sont pas nombreux. Et les Banyarwanda sont beaucoup plus nombreux. Il est en compétition avec qui? Avec un autre très célèbre que nous connaissons, Rwakabuba Shinga. Yes. Rwakabuba se bat parce que Denis Paluku veut les provincettes là. Il veut détacher la partie Kivu au reste du pays. Les autres lui disent non, nous nous sommes battus pour l'indépendance de tout le Congo. Vous voyez? Et donc lui, qu'est-ce qu'il trouve dans son intelligence? Non, non, mais vous savez, ces gens, c'est des Banyarwanda, ça n'est pas des Congolais. Et on commence comme ça à instrumentaliser les appartenances et les identités. Et en 64, vous avez la guerre, ce qu'on a appelé la guerre de Kanyarwanda. Mais on prend des gens vivants de Banyarwanda là, qu'on déverse dans le lac Vert. C'est rien? Tout vivant, on déverse dans le lac Vert. Et on a tué un monde fou. Pour des problèmes d'élection et pour accéder au pouvoir. On fait tuer les gens. Quand vous avancez un tout petit peu, nous sommes en 70, il y a beaucoup de spéculations sur un décret de régularisation de la naturalisation. Parce qu'un certain Bisengimana est directeur de cabinet de Mobutu, il doit avoir trafiqué ça en faveur de ses frères. De ses frères dont il veut faire acquérir la nationalité par force. Et donc, nous arrivons à 82. 82, il y a deux grands événements. Il y a une loi qui est votée à l'époque, les députés, on les appelle au Zaïre les commissaires du peuple, qui disent que les Banyarwanda ont... Je parle bien des Banyarwanda, je ne suis pas encore entre Hutu et Tutsi, comprenez. Les Banyarwanda ont acquis la nationalité zaïroise par leur frère Bisengimana qui est Dirkab du patron. De Mobutu. Tout puissant Bisengimana. On lui prête des pouvoirs mais exorbitants. Nous allons revenir sur le décret et ils votent une loi qui viole les principes de droit. Ils instaurent ce qu'on appelle une petite nationalité. Donc au Zaïre, en 81, le Parlement instaure la grande nationalité et la petite nationalité. En 81. 82, vous avez la naissance de Magrivi. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu. Magrivi est créé par le régime de Habyarimana, qui finance des gens au nord Kivu pour leur expliquer les Hutus sont différents des Tutsis. Et la guerre commence par... Nous allons financer les Hutus et vous devez haïr les Tutsis. Nous ne voulons plus d'amitié, de liens entre Hutus et Tutsis. Magrivi prend naissance comme ça, 82. Magrivi développe l'idéologie du Parmi Hutu importé du Rwanda. Et ça se diffuse jusqu'à Kinshasa. Ça se diffuse jusqu'à Bukavu, ça va un peu partout. Ah non, attention, lui là c'est un Tutsi. Attention, lui c'est un Hutu. Et le Tutsi devient l'étranger. Parce qu'ils sont arrivés ici les années 59. Ils ne se retrouvent plus. Ils ne sont pas Congolais au vrai sens du mot. Ils ne sont pas. Quand vous regardez bien, historiquement et juridiquement, en 59, quand les Rwandais fuient les massacres qu'il y a ici, le Congo n'est pas indépendant. C'est le territoire Congo, Belge, Rwanda, Burundi. Wow. Donc vous quittez le Rwanda, vous allez au Burundi, vous êtes sur un territoire belge. Vous quittez le Congo, vous venez au Rwanda, vous êtes sur un territoire belge. Et donc 59, ceux qui fuient le pogrom de cette époque ne vont pas sur un territoire indépendant. Ils sont encore sur un territoire sous tutelle belge. Voyez comment
on manipule les concepts. Voyez comment on instrumentalise les identités. Et donc Magrivi dit, il est hors de question que les Tutsis soient zaïrois comme nous. Et c'est là que vous avez, en 90, à la conférence nationale souveraine, la fameuse nationalité douteuse. L'homme qui s'est battu pour l'indépendance du pays, Rwakabu Bashinga, et prié gentiment, s'il résiste, on va appeler la sécurité, de quitter la salle parce qu'il aurait une nationalité douteuse. Monseigneur Kanyamachumbi, qui est secrétaire général de la CENCO, qui participe à la conférence nationale souveraine, on lui dit, vous n'avez pas votre place ici. Le Mwami, vous imaginez où on a poussé la bêtise jusqu'où? Le Mwami Kalegamire Didjui, on en fait un Rwandais. Il devient Rwandais. Il devient Rwandais. Allez, vous quittez la salle. Nous sommes en 90 et les esprits sont en surchauffe. Et donc, la chasse aux Tutsis commence depuis la conférence nationale. Et ça arrive au Kivu comme une traînée de poudre. Et vous avez les Bangirima, les Bahunde et les Banyanga, qui sont du Nord Kivu, qui connaissent bien leurs voisins, qui sont jaloux parce qu'ils ont travaillé, ils ont des fermes, ils ont des vaches, ils cultivent. On va vous prendre vos biens. Parce que vous êtes Tutsi. À tuer. Ils commencent à détruire les biens. À cette époque, je précise bien, personne au Zaïre connaît le nom de Kagame. Personne. Mais on a commencé à tuer, à massacrer, à détruire les Tutsis. 92, donc on arrive en 94. 94, c'est la guerre totale. Génocide contre les Tutsis au Rwanda. Mais on pratique la politique de la terre brûlée. Qui vient de là. Qui vient d'ici au Rwanda. Donc, les génocidaires, dans leur plan machiavélique, ont prévu d'emporter la population avec eux pour dire si le FPR gagne la guerre, ils vont trouver une terre vide. Ils amènent tout, armes, bagages, prennent même l'argent dans les banques. Ils dévalisent tout. Ils vont installer la République génocidaire à l'est, à côté ici. Vous avez le camp à Kibumba, vous avez un camp à Mugunga, vous avez un camp à Panzi, à Bukavu. Vous êtes à la lisière de la frontière du Rwanda. Le droit international humanitaire exige qu'on installe les camps à plus ou moins 150 km du Rwanda. De la frontière parce que vous recevez des réfugiés. Ça ne s'est pas fait. Et ça, parce que Panzi et... Panzi, vous venez à pied, vous entrez à Rusizi. Justement à Rusizi. Ah ouais, c'est même pas 25 km. Il n'y en a pas, il n'y a pas 10 km de Panzi à la frontière. Kibumba, vous êtes à la frontière du Rwanda. Mugunga, vous... Voilà. Mais le droit international dit, vous recevez des réfugiés. Vous les amenez à au moins 150 km de la frontière de leur pays. Le droit international humanitaire dit les militaires et les milices doivent être désarmés. Non? Et ils ne l'ont pas fait. Mais c'était pour des calculs politiques. Je reviens encore et toujours à cette fameuse politique. Parce qu'on va réarmer les ex-FAR et les INHERAM qui commencent à faire des incursions au Rwanda. Ouais. Parce qu'en prétendant qu'on amène du riz, des haricots et de la farine pour les réfugiés, dans les avions qui descendent à l'aéroport de Goma, il y a des cargaisons d'armes. Nous avons une poudrière à l'est, à côté ici, où vous avez cette grosse population qu'on a amenée là-bas, où l'intelligentsia génocidaire va retrouver les cousins de Magrivi. Et l'idéologie génocidaire se propage comme jamais. Et c'est comme ça qu'on commence à
tuer systématiquement tout ce qui est Tutsi. Et donc, en 1996, nous avons ce qu'ils ont appelé la révolte de Banyamulenge. En fait, c'est la révolte des Tutsis. Et l'AFDL commence. Et jusqu'aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, À la persécution des Tutsis, à leur refuser la nationalité congolaise et à les traiter des noms que nous attendons, des infiltrés, des étrangers, des ennemis de la nation. Et voilà, aujourd'hui, au Congo, on tue, on brûle les Tutsis et on mange leur chair. Voilà. Voilà, donc pour dire que les M23 sont des Congolais. Ah, ça, au moins, Tshisekedi l'a dit, il a accepté. C'est des Congolais qui ont une cause qu'ils défendent. Ils défendent le droit. Ils ne sont pas à la conquête des territoires. Non, ils sont chez eux. Mais ils se battent pour recouvrer leurs droits. Pour être reconnus comme Congolais au même titre que tout le monde. Voilà. D'accord, j'espère qu'ils ont compris. Il manquait ça. Il manquait ces détails. Merci. Pour les gens qui nous suivent en ce moment, ils se demander, est-ce que exactement les M23 sont des Congolais, sont des Rwandais? Je pense qu'ils ont compris la réponse. Alors, on passe directement à la prise de la ville de Goma par les mêmes M23. Représentait-elle une faiblesse politique pour le gouvernement de Kinshasa? Le gouvernement de Kinshasa a commis une grosse erreur stratégique. Quand Tshisekedi vient visiter les déplacés à Sake, c'est encore frais dans les mémoires de tout le monde. Il dit, je vais venir m'installer ici jusqu'à ce qu'on finisse. Ok. Il va à Sake. Dans son discours, Tshisekedi dit, je connais le problème. L'insécurité, l'instabilité à l'Est, je connais. C'est un problème politique qui doit être résolu politiquement. Et je vous promets, et il aime bien dire, je vous fais le serment. Ah, c'est ce qu'il a dit même ici récemment. Merci. Je vous fais le serment de mettre une commission. Le Congo est riche en tout, mais aussi en intelligence. Des experts congolais qui vont me faire rapidement des propositions. Et nous allons régler ce problème une fois pour toutes. Il s'est fait applaudir sur ça. Il monte à Beni, à Butembo. À Butembo, qu'est-ce qu'il dit aux élèves? Je vous fais le serment que je vais ramener la stabilité et la sécurité ici, et vous irez à l'école, et vos mamans iront au marché, et les parents iront cultiver, et tout le monde sera en paix. Les enfants de Butembo attendent toujours la promesse jusqu'à du présent. président. Il va à Bunia. Qu'est-ce qu'il dit à Bunia? Je connais la mafia, les mafias des FARDC. Je vais y mettre fin. Ils vont me voir. Il a dit ça. Il l'a dit. Alors, toutes ces promesses qu'il a faites à ces populations pauvres qui restent souffrantes jusqu'à présent, qu'est-ce que vous en pensez de lui? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je discute avec beaucoup de Congolais. J'ai fait l'école avec ces gens. On a, comme on dit, on a fait les 400 coups ensemble. Mais chaque fois qu'on en parle, ils disent « Notre président n'est pas sérieux. Notre président ne mérite pas d'être président. » Jusqu'aujourd'hui, 6 ans après qu'il exerce le pouvoir, il s'exprime comme quelqu'un qui vient de prêter serment, qui vous fait des promesses. Je ferai ceci, je vais réaliser ça, je vous donnerai ça. Ça fait 6 ans qu'il dit aux Congolais, je vous donnerai. Qu'est-ce qu'il leur a déjà donné au jour d'aujourd'hui? C'est ça la grande question que beaucoup de Congolais se Deuxième posent problème, actuellement. vous l'avez suivi aussi sur Top Congo. Président, Mbongo Aram et Kenda Wapi. Mbongo Aram, j'ai la réponse pour vous. On n'a pas respecté mes instructions. C'est toujours les autres. Le président Tshisekedi est à la recherche paranoïaque de boucs émissaires. C'est toujours quelqu'un d'autre. Président, projet 100 jours.
était-il un leader pour Je le peuple ne congolais? sais pas comment ça se... Président, Kamere était un homme honnête, mais il est en prison chef. Makala, c'est la place pour les hommes honnêtes. Vous voyez. C'est ça le président Tshisekedi. Et donc, parlant du M23, Tshisekedi invite par son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, le M23, ça discute, ça fait des propositions. Le ministre dit, moi je vais voir mon président pour qu'il me donne les instructions. Qu'est-ce qu'on fait? 14 mois Passé. qu'ils sont à l'hôtel, à discuter avec Kankonde. Mais Tshisekedi, ah oui, monsieur le ministre, on va voir ça après. Monsieur le ministre, revenez, j'ai des urgences. Il fuit jusqu'au point où, pendant qu'ils sont en train de discuter à Kinshasa, on apprend que lui, il a instruit les FRDC, comme il sait maintenant où il se trouve dans les Sabzigno, aller tirer sur ces gens et comme ça, moi je vais dire à cette délégation, on n'a plus rien à se dire. Mais ils l'apprennent. Et quand les FRDC viennent, ils trouvent des gens qui sont prêts. Et la guerre commence à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la légitimité de la cause du M23. Mais il cherche à délégitimer cette cause. Il refuse que ce n'est pas des Congolais. C'est le bras armé du Rwanda qui nous agresse. Ça veut dire que, monsieur le Président, vous ne reconnaissez pas les persécutions des Tutsis congolais. Vous ne reconnaissez pas le discours de haine qui est ici. Qui a persisté pendant plusieurs années. Vous ne reconnaissez pas vos compatriotes qui sont réfugiés dans les pays voisins. Et ils sont nombreux. Hein? Ah, non. Le M23, ils n'existent pas. Il tient le même langage avec le FDLR. Il va à la tribune des Nations Unies. On pensait que la tribune des Nations Unies était réservée aux gens sérieux. Et il va dire que le FDLR n'existe pas. Pourtant, il existe. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit devant la terre entière, le FDLR, de quoi parlez-vous? Ça n'existe pas chez nous. Il a fallu toute la pression des États-Unis pour que, pendant qu'il est en campagne, vous vous souvenez? Ouais. La patronne du renseignement américain, Avril Menz, fait le voyage Kigali-Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on lui dit, les Américains lui disent, les FDLR, voilà. Il appelle l'état-major, le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Fait un communiqué rapide. Il est interdit désormais aux militaires FARDC d'entrer ou de maintenir le contact avec les FDLR. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous reconnaissez que vous travaillez avec les FDLR. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous savez où sont les FDLR. Vous interdisez à vos militaires dorénavant de ne plus prendre attache avec les FDLR. Mais ça, c'était juste... Mais ça, c'est la contradiction, alors, entre les présidents... Entre le président, mais on a vu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui a fait le plateau TV5, France 24, en train de dire, si quelqu'un connaît où se trouverait ces fantomatiques FDLR, qu'il nous le montre. Et là, on dit, ah non. Ils les ont traités comme des fantômes. Des fantomatiques. C'est des coupeurs de route. C'est des vieux, ils ont le dos courbé, ils sont capables de rien. Ah non, quand les Américains arrivent, qui tapent du poing sur la table, ah chef, non, maintenant on va interdire les contacts. Mais le général Chirimwami qui vient de décéder, c'était lui le parrain des FDLR. Bon, moi j'ai appris ça ici récemment. C'est lui qui était... Le parrain qui allait à Kinshasa, qui prenait l'argent, le matériel pour remettre au FDLR. C'est lui qui faisait les plans opérationnels avec les FDLR. Et il y a des rapports sur ça. Et le président Tshisekedi est au courant. Donc, il fait alliance avec les FDLR. Pourquoi faire? Il va chercher les Burundais.
Il va nous chercher des les mercenaires. Les mercenaires. Tout ça pour tuer des Congolais. Qui ont dans l'air droit et qui réclament justement qu'ils Juste soient reconnus. le respect de leurs droits. C'est tout. Pas plus. Alors, ils n'ont pas besoin de conquérir Bunagana, de prendre Kilolirwe, d'aller prendre l'hôpital de Kirot. Ils n'en ont pas besoin. C'est chez eux. Ils ont besoin justement d'être reconnus par les gouvernements. Quand vous discutez avec certains étrangers, que vous leur montrez des vidéos, vous savez, là où le M23 prend, ils font souvent des meetings populaires. Les gens viennent embrasser certains militaires. Qu'est-ce qu'ils disent? Mutoto wa kwa fulani. Angalia mkubwa yake na fulani. C'est l'enfant de chez papa Intel. Donc ils le reconnaissent. C'est le grand frère de tel. On appelle une femme qui a 2-3 enfants. Ton frère, on vient de le voir. Elle vient en courant. Mais on a vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ici récemment lorsque le porte-parole du M23, il se nomme encore qui Willy Ngoma, il a été applaudi justement par la population. Alors, donc voilà, on ne peut pas nier la réalité des revendications du M23. On ne peut pas régler le problème que pose le M23 par les armes. C'est ce que tout le monde dit au Conseil de sécurité, c'est ce que l'Union africaine dit depuis des années. C'est pour cette raison qu'on a confié le dossier au président angolais João Lourenço. Mais vous avez un langage qui déforme tout, qui falsifie tout pour dire nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et en parlant justement du Rwanda, il y a eu des accusations de la part d'autres, la communauté internationale. Ici récemment, le président de l'Afrique du Sud, M. Ramaphosa, qui accuse le Rwanda d'avoir justement tué certains soldats sud-africains. Bon, ça a quel impact justement avec ce qui se passe justement je vous dis, on fait de la falsification, on essaye de trouver une rhétorique victimaire et on trouve le bouc émissaire. Le bouc émissaire idéal dans ce dossier, c'est le Rwanda, c'est son président Kagame. Mais parlant de Ramaphosa, qui est président de l'Afrique du Sud, dont on connaît l'histoire de ce pays, en tout cas l'histoire récente. Ils sortent de l'apartheid. Ils ont la chance extraordinaire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Mandela. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Desmond Tutu. Et tout le monde n'a pas la chance aussi d'avoir Lumumba. Bien, ça, ok. Je parle de l'Afrique du Sud. Les deux conjuguent leurs efforts pour réconcilier le pays. L'héritage de Mandela et de Desmond Tutu, ça n'est pas d'aller s'allier avec les FDLR, des forces génocidaires. Never. Ramaphosa envoie des troupes offensives en RDC, n'est-ce pas? Pour aller tirer sur le M23. Ramaphosa envoie des troupes en connaissance de cause qui vont s'allier avec des FARDC, lesquels FARDC ont pour colonne vertébrale les FDLR. Et les militaires sud-africains vont s'allier avec les FDLR. Ça, c'est une faute morale. Et quelles sont les conséquences? Ça, c'est pervertir la mémoire de ceux qui se sont battus contre l'apartheid. L'apartheid, c'est la persécution. Oui, des gens, voilà. Les Tutsis congolais sont en train d'être persécutés. On leur refuse leur nationalité congolaise. On en fait des apatrides. Et Ramaphosa, tout président de l'Afrique du Sud, dit à ses militaires, allez tirer sur ces apatrides-là. Tshisekedi m'a dit qu'il n'en veut pas sur son territoire. Poussez-les dehors. Pour qu'ils aillent où, papa? Ce n'est pas un dialogue. Pour qu'ils aillent où? Ce n'est pas un dialogue par intérêt entre l'Afrique du Sud et la République J'en démocratique arrive. du Congo. Ça, c'était la faute morale et éthique du président de l'Afrique du Sud. Qui ne sait pas que le président Ramaphosa a fait fortune dans le secteur privé. C'était un homme d'affaires.
avant de venir à la politique. Regardez bien les intérêts miniers au Lomami chez Madame Fifi Masuka. La société sud-africaine qui a la main sur les mines au Lomami appartient au beau-frère de Ramaphosa. C'est rien. Ramaphosa, tout président de la République qu'il est, ça ne l'empêche pas d'être milliardaire et actionnaire dans cette société. Ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts entre l'homme public, le chef de l'État, qui a les attributions du chef de l'État, et le businessman qui regarde là où il y a des intérêts financiers. La famille Tshisekedi est tout le temps au Lomami. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Fifi Masuka. Le seul endroit où la première dame se déplace, c'est aller au Lomami. Elle ne vient pas chez elle à Kabare. Elle est venue justement pour deux ou une fois, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de route à Kabare, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, on s'en fout. Mais elle est très intéressée, elle est régulièrement quand même l'hôte de la gouverneure. Pourquoi faire? Vous avez lu comme moi l'article d'Africa Intelligence. Ouais. Les intérêts miniers compliqués de la famille Tshisekedi. Vous trouvez le président Tshisekedi et sa famille dans les intérêts miniers. Vous trouvez le président sud-africain du nom de Ramaphosa dans les intérêts miniers et sa famille au Lomami. Voilà comment il veut sacrifier les militaires sud-africains pour protéger ses propres intérêts. Voilà. Pour protéger sa fortune, bien évidemment. Oui, et je ne parle pas des vendeurs d'armes. Ah, ça on en parle. L'intermédiaire qui fournit, sud-africain, qui fournit les armes à Tshisekedi, c'est un ami très proche de Ramaphosa. Voilà comment on va de conflits d'intérêts à des discours qui ne tiennent pas la route pour désigner le bouc émissaire et dire le problème dans la sous-région porte le nom de Kagame. Mais quand vous creusez un tout petit peu, vous grattez, le vernis craque. Vous comprenez. Voilà. D'accord, vous comprenez. Vous allez comprendre justement les problèmes. Alors, pour terminer justement cette émission, parce que on a beaucoup de choses à discuter par rapport justement à ça. Allez-y, je suis venu pour ça. Alors, que pensez-vous justement du récent discours de Corneille Nangaa? Il a créé, c'est lui-même qui a créé son propre, il a dit son propre monstre, qui est Tshisekedi, et c'est à moi de les faire changer. Bon, lui, sa politique, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. Corneille Nangaa défonce une porte ouverte. Nous savons tous, la terre entière le sait, que les élections de 2018, Tshisekedi ne les a pas gagnées. Ça, on le sait. Les Occidentaux, pudiquement, appellent ça un compromis à l'africaine. Au Congo, vous avez vu pendant tout le premier mandat la vérité des urnes. On a revendiqué la vérité des urnes. Vous avez vu la carte de visite de Fayoulou, président élu. Et donc, il n'y a pas de secret de dire Corneille Nangaa était président de la commission électorale, il a vu les chiffres. Et pourquoi il a menti alors? Parce qu'il y avait des intérêts en jeu. Ce n'est pas lui qui le décide, c'est son président Kabila. C'est Kabila qui dit, moi je veux que ce soit Tshisekedi. Commission électorale, donnez-moi les résultats où Tshisekedi arrive en tête. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, mais après ça, on a vu comment il a retourné sa veste contre celui qui l'a fait président. On a vu comment il a retourné sa veste contre Kamere, son directeur de cabinet. On a vu comment il a fait des misères à François Béa, son conseiller. Il a trahi tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a joué un rôle dans l'ascension politique de Félix Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kabound. Wow. Il est où aujourd'hui? Il est en prison. Voilà. Donc qu'il est trahi comme ça sur... Le secrétaire des...
Il fit le secrétaire de son père. Il fit secrétaire général de l'UDPS Oui. du temps de papa Étienne Tshisekedi. Tshisekedi, oui. Il a été président intérimaire. C'est lui qui est à l'origine de le retrait de la signature à Genève. Ah, Oui, la base m'a demandé d'enlever ma signature. Je vous dis solennellement, je ne suis plus dans le COP là. Parce que c'est Fayoulou qui a été élu pour aller représenter l'opposition. Voilà, ça, c'est ça, Tshisekedi. Il signe moins de 24 heures. il change. Il change. Il va signer avec... Vous avez vu la vidéo où il dit à caméra devant leurs épouses, dans un salon, je ne sais pas où, jamais de la vie, moi, je ne trahirai mon frère et mon beau-frère. Il l'a foutu en prison. Voilà. La politique, c'est autre chose, mesdames et messieurs. Alors, pour peut-être terminer, que pensez-vous justement de ces pillages, de ces tracasseries commis par les Kuluna? Et puis par contre, on a changé justement l'actualité en disant que ce sont les Rwandais qui ont justement fait le pillage. Je pense moi aussi que c'est vraiment des infiltrés. Mais nous avons vu les vidéos, Non, ce sont des Kuluna. Comment c'est fait? Les Comment c'est Kuluna possible? ont organisé une marche pacifique. Et puis les Rwandais? Non, je ne voulais pas rigoler. Excusez-moi. Je voulais vraiment pas rigoler. Je voulais la faire très sérieux. Voyez. Vous m'avez gâché mon truc. Quand même, c'est la vice-ministre de l'Intérieur Oui. qui donne cette information face caméra. Comment ne pas croire cette pauvre dame que la manifestation était pacifique et même spontanée? Elle oublie le tweet du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui appelle les gens. Elle oublie les émissions télé. Joël Kitenge passait devant combien de caméras pour dire si Goma tombe, Tokotumba, ambassade de Nyonswawa. Elle oublie tout ça et ouais, elle est très intelligente et gratte même pas la tête et dit ceux qui ont cassé, pillé. Mais les gens là qui transportent les objets, non, ils amènent ça au Rwanda. Ah, je savais très pas. sérieusement. Je savais Non. pas. Ah, c'est le Rwanda qui les a envoyés pour piller. Le Rwanda est pauvre, le Rwanda a besoin de mobilier. Même des fils électriques qu'on a enlevés dans la villa. Même des imprimantes, on a vu quelqu'un avec un. Oui, quelqu'un a pris à l'ambassade de Belgique, c'est ça? Oui. Pour faire les visas. Il va faire le visa chez lui à la maison. Mais je crois qu'il va venir faire le visa à Kigali. Voilà. Tout ça, ça montre quoi? Quelle est l'image du gouvernement congolais? Quand vous laissez les plateaux télé, au lieu d'éduquer la population, appeler les gens comme Joël Kitenge qui dit on va brûler les ambassades occidentales. Quand le ministre de la Justice, après ce qu'il a dit à Goma ici, va dire moi j'appelle tous les jeunes rentrer dans la rue. Ils sont désœuvrés, ils sont drogués, ils ont faim, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller casser. Vous cassez l'ambassade du Rwanda, vous cassez l'ambassade de l'Ouganda, de Belgique, de France, des États-Unis. Est-ce que j'en ai oublié? Kenya aussi. Est-ce que vous avez réglé le problème? Ou bien vous avez justement... Oui, je veux savoir le niveau de réflexion qu'ils ont. Nous allons casser les ambassades pour obtenir gain de cause. Voilà, c'est là où ils en sont. Nous allons insulter, c'est ça? Tshisekedi passe son temps à insulter le président Kagame. Il a réglé le problème? Il a insulté le président Ruto. Il a réglé le problème? Est-ce qu'un président de la République peut se rabaisser au niveau des insultes comme ce que dit Tshisekedi? En tant qu'analyste, je vous ai posé une question. Pensez-vous que Tshisekedi est un leader ou bien c'est... Est-ce que les faits peuvent plaider en sa faveur? Il est tout sauf un leader. Très bien. Tshisekedi, c'est comme le disent même les Kinois. Tshisekedi a Zakop, il y a Kabila. Et où est Kabila dans tout ça? Tshisekedi, rappelons-nous quand même du diplôme qu'il présente en 2018 dans son dossier pour être candidat. La justice belge nous dit que c'est un faux diplôme. Un faussaire, un usurpateur, est-ce que ça peut être un leader? Hein? Voilà. Donc, il s'offre des titres qu'il n'a jamais eu. Attendez, nous on a souffert à la fac. Donc, qui ne s'amuse pas avec ça. C'est ça. À la fac, on va pour bosser. Et lui, il ramène comme ça un papier qu'il a fait fabriquer pour dire... Tout est fait. Totanga, Naïese, oui, hein? 4 rues de... Donc, voilà.
Merci beaucoup, Titi Gatabazi, justement, pour votre expertise et surtout, je manque même le mot à dire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour infiniment. l'invitation. Et merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis durant cette émission. On vous retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.